Allez, bonjour à tous. Donc on commence par corriger l'exercice 44. Je vous partage l'écran en espérant que ça saute pas trop, sinon j'ai trouvé une technique. J'ai préparé le cours en PDF et normalement en PDF ça devrait pas sauter. Bon, vous me prévenez si ça décroche. Je relancerai. Alors l'exercice 44, une situation problème, donc c'est une tâche complexe. C'est une tâche complexe. On vous... J'espère que tout le monde m'entend bien. Le son ok, donc je le retourne, c'est bon. Donc, on vous disait la situation problème. Certaines commandes d'une machine sont bloquées. Aidez Louise à programmer tout de même le déplacement de la pièce 1 afin que celle-ci se retrouve à la position de la place 2. Donc dans les mêmes positions qu'elles sont indiquées sur le dessin. Alors, les supports de travail, les documents, le rapporteur, la règle, encore que le rapporteur, je ne sais pas quoi ça va vous servir ici, un logiciel de géométrie. Bonjour à tous, je vais essayer de couper ça. Artis, je pense que tu t'es planté d'horaire, c'est à 11 h Artis, hein, parce que tu es en 3e. Ah zut, j'arrive pas à enlever les messages. C'est Mozilla qui me fait ça. Est-ce que quelqu'un peut me remettre un petit message, juste le temps que j'ai le temps de le désactiver, comme ça apparaîtra plus. Quelqu'un peut mettre juste un message dans le chat, s'il vous plaît. Non, personne ne devait écrire un message. Ah, si, je vais le faire moi-même. Bonjour avec un T. Non, j'ai plus de message là, c'est bizarre. Bon, excusez-moi. Donc, comment déplacer cette pièce? Vous pouvez faire moins de bruit. Donc, déplacer la pièce 1 à la place 2. Ah, désactiver. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci Louis. Donc, déplacer la pièce 1 vers la pièce 2. Alors, on a des opérations qui permettent de déplacer la figure. B, H, D, G, bah, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. B, ça fait décaler la figure vers le bas. H vers le haut. D vers la droite. G vers la gauche. Et TM, TM, je pense que c'est pour tourner dans le sens de la montre. Enfin, à mon avis, je vois pas trop sinon ce que ça veut dire, tourner montre, ouais. Permet d'effectuer une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, avec le centre de la rotation qui est... Ah oui, il y a plusieurs possibilités, oui, tout à fait. Alors par contre, vous pouvez, en fait, je crois, si on réfléchit bien, mettre ces opérations-là dans l'ordre qu'on veut, mais il faut le même nombre de B, le même nombre de G et le même nombre de TM. Ça, je crois que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut d'abord s'amuser à faire des gauches-droites, et puis après il faudra faire comme tourner la figure à un moment ou à un autre. Alors sachant que quand on la fait tourner, ça la fait déplacer vers la droite, puisqu'on tourne autour de ce point, on tourne autour du sommet qui est en bas à droite, donc quand on la fait tourner, effectivement, là j'ai fait la première rotation, ça passe de là à là, j'ai redessiné rapidement la montagne pour qu'on voit un petit peu comment ça se retrouve. Donc quand je fais une fois TM, ça se retrouve ici, et c'est là la petite subtilité d'exercice, quand je refais TM, le nouveau centre de la rotation, cette fois il est là. Donc la figure, elle va retourner autour de ce point d'un angle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc elle va se retrouver après comme ça quand je fais la deuxième fois TM. Et troisième fois TM, bah, ça va tourner autour de ce point, toujours pareil dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais me retrouver cette fois la tête en bas. Et là ça m'intéresse puisque je me retrouve avec la montagne, la tête en bas, et c'est ce que je voulais. Et après j'ai plus qu'à déplacer gauche-droite, enfin plutôt gauche et bas pour la remettre au bon endroit. Donc quand je suis là, il faut décaler de 5 rangs vers la gauche et de 4 rangs vers la bas pour le passer de là à là. Alors, Émilie me dit j'ai fait 3 TM plus D7, 3. Alors, 3 TM, tu te retrouves là normalement. 3 tournées à droite, tu te retrouves ici. Tu es en dehors, quasiment en dehors du quadrillage. Et après, si tu fais D7, bah, tu vas la mettre encore plus à droite. TM3, quand tu mets TM3, c'est bien 3 fois TM. Sinon, tu peux activer ton micro, Émilie, hein, si c'est trop compliqué à expliquer sur le chat. Bon, je sais pas, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est quand on fait 3 fois TM, on se retourne ici, et après, pour la déplacer là, bah, il faut bien faire 5 crans à gauche, et 4 crans en bas. 3 fois 90, oui, c'est 3 fois TM. Bon, je passe à l'exercice suivant. A priori, mais après, c'est pas très naturel de commencer par ça, puisque, bon, il fallait deviner que en la mettant là, comment dire, en la mettant... Quand je commence par faire ça, je vais la mettre ici, logiquement. Et après, en faisant 3 fois TM, elle va se retrouver ici. Donc c'est plus naturel de commencer par les TM et après de faire les translations pour la remettre au bon endroit.
Oui, il y a 3 rotations et puis il y a 7 translations. Bon, je passe à l'exo suivant, a priori. Là, je vous dis, si vous avez le même nombre de TM et le même nombre de bas, le même nombre de gauche pas mis dans le même sens, ça marche aussi. Par exemple, vous pouvez inverser tous les G et tous les B, ça c'est pas gênant. Allez, je passe à l'exercice 12, pardon, il n'y avait pas de grosses difficultés dans cet exercice. On vous donnait une roue de vélo avec 10 rayons régulièrement espacés. On vous demandait de calculer l'angle de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre qui permet de le sens des aiguilles d'une montre de centre haut qui transforme A en J. Alors quand on transforme A en J, bah déjà il faudrait trouver la mesure de cet angle. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 10 secteurs. La totalité de l'angle c'est 360 degrés, donc 360 degrés divisé par 10 ça fait des angles de 36 degrés, donc c'est évidemment chacun de mes petits secteurs fait 36 degrés. Donc quand je passe de A à J, bah, bien entendu c'est une rotation d'angle 36 degrés, donc c'est la première réponse. Ensuite de A en F, bah, je fais le nombre de secteurs fois 36 degrés, ici il y a 5 secteurs, donc 5 fois 36, enfin même sans faire ça on sait que c'est 180 degrés, et 5 fois 36 effectivement ça fait 180 degrés. Pour aller de A en G, il y a 1, 2, 3, 4 secteurs, 4 fois 36 ça fait 144. Donc on peut ici faire 180 moins 36. Et pour aller de A en E, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 secteurs. 6 fois 36, ça fait 216. D'accord. Donc c'est ce qu'il fallait trouver au niveau des angles, 36 degrés, 180, 144, 216. Je crois qu'il n'y a pas de grosse difficulté dans cet exo. Je passe à la suite. L'exercice suivant, donc c'est sur le nouveau chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, alors je ne sais plus trop si vous l'avez fait l'an dernier, ça, le chapitre sur les probabilités. C'est une initiatoire normalement qu'on fait en 5e, je sais que j'ai pas toujours le temps de le faire avec mes 5e. Si vous m'avez eu l'an dernier, il y a peu de chances que vous l'ayez fait, enfin de mémoire, mais c'est pas, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va voir ça rapidement, et puis vous en ferez encore en 3e. Ouais, Cyprien, effectivement, je pense pas qu'on l'ait fait l'an dernier. Donc Amélie tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Le nombre d'issues, alors d'issues, peut-être ce vocabulaire vous connaissez pas, les issues c'est les possibilités en fait. Le nombre de possibilités, vous pouvez remplacer le mot issue par des possibilités de cette expérience aléatoire. Alors une expérience aléatoire, c'est un jeu qui est lié au hasard. Quand je tire une carte, je fais un jeu, et ce jeu est lié au hasard, donc c'est une expérience aléatoire. Aléatoire, c'est qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Alors on peut quand même prévoir les possibilités des résultats. Et ici, bah, il y a 32 cartes, donc il y aura 32 possibilités, donc 32 issues. D'accord. Donc 32 issues, c'est la B. Pour le 2, alors on nous demandait une ou plusieurs réponses. Pour la B, David écrit au hasard des 0 et des 1 dans chacune des cases. Le nombre d'écritures possibles. Alors 3, 6 ou 8. Alors ici, j'ai deux possibilités pour la première case. J'ai un 0 ou un 1. Et à chacune de ces possibilités, je vais avoir deux autres possibilités qui vont apparaître pour la deuxième case. Donc je vais avoir 2 fois 2 possibilités pour mes deux premières cases. Et à chacune de ces possibilités pour les deux premières cases, je vais encore avoir 2 possibilités pour la dernière case. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2 possibilités. Donc je vais avoir 8 possibilités, puisque 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. D'accord ? Alors vous pouvez aussi essayer de les lister si vous voulez, vous faites 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, pardon, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, etc., etc. Enfin, vous êtes en train d'écrire les nombres en binaire quand vous faites ça, là je suis en train de les écrire du plus petit au plus grand. Et normalement il y a 8 nombres et le plus grand des nombres ce sera 111. Vous me dites si je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous voulez que je réexplique. Alors en troisième, on fait ça avec des arbres. On fait ici deux premières possibilités pour la première valeur. Soit c'est un 1, soit c'est un 0. Et puis après on recommence. Il y a encore deux autres possibilités. Soit c'est un 1, soit c'est un 0. Et puis encore ici deux possibilités, 1, 0. Et puis après on recommence. Encore deux autres possibilités, encore deux autres possibilités, encore deux autres possibilités, encore deux autres possibilités. Puis là on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Bon là j'ai pas mis, mais on voit les résultats apparaître comme ça là. C'est un moyen de lister les possibilités qui est assez pratique. On fait un petit arbre, vous verrez ça sûrement en troisième, ou peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire également dans le chapitre. Le 3, on lance 120 fois une pièce, et on a obtenu 66 piles. La fréquence de piles, alors ça c'est bien parce que ça vous fait revoir ce mot fréquence, ça vous avez déjà dû en entendre parler, la fréquence, c'est le nombre de fois où il y a eu pile sur le nombre total d'expériences. C'est un quotient, une fréquence. Par exemple, quand je veux calculer la fréquence des personnes qui ont des lunettes dans une classe, eh ben, je vais compter le nombre de personnes qui ont des lunettes et je vais diviser par le nombre total de personnes. J'aurai la fréquence des gens qui ont des lunettes dans cette classe. Bon, ben là c'est pareil, je compte le nombre de fois où il y a eu pile et je divise par le nombre total de lancers. Ça me donne la fréquence du nombre de piles. Alors 66 sur 120, effectivement, c'est ma fréquence. Et quand je simplifie cette fraction, en simplifiant par 6, on tombe sur ça. Hein, normalement, on obtient 120 sur... Pardon, c'est l'inverse, c'est 66 sur 120. Et 66 sur 120, quand vous le simplifiez par 6, ça fait 11 sur
je dis quoi, par 6, ça fait 11 sur 20. Et 11 sur 20, quand vous le remultipliez en haut et en bas par 5, vous le mettez en pourcentage, et vous tombez sur 55%. Donc vous tombez sur ça et sur ça. Je regarde toutes mes réponses ici. Oh là là, je regarde très mal. Pour la 4, on lance un dé équilibré, toutes les façons numérotées de 1 à 6. La probabilité d'obtenir un 3, bah, a priori c'est une chance sur 6, il n'y a pas de difficulté. Donc là c'est facile. Dernier exercice, on tire au hasard une boule d'ossature. La probabilité de tirer une boule verte, bah, il y a 1, 2, 3, 4 boules vertes et en tout il y a 6 boules. Donc ça fait 4 chances sur 6, puisqu'il y a 4 vertes sur 6 boules. 4 chances sur 6 d'obtenir une verte, donc c'est la A. Et quand je simplifie ça, 4 chances sur 6, c'est également 2 tiers. Je simplifie en haut et en bas par 2, ça donne 2 de donc, pensez à corriger. J'espère que là, vous n'êtes pas trompé, parce que normalement, il n'y avait pas de grosses difficultés. Enfin, on pouvait oublier des réponses éventuellement, c'était la seule erreur qu'on pouvait faire. Mais il n'y avait pas de grosses difficultés, il suffisait de prendre son temps. Et puis le vocabulaire, bon, il y a le mot issu, ça c'est, je pense, naturellement, ça vient. C'est des possibilités. Et le mot fréquence, c'est un quotient du nombre de succès divisé par le nombre d'expériences totales. Alors on passe à l'activité. Alors là, il faut faire un ordinateur, donc je vous avais dit, bah, si vous avez un ordinateur, vous le faites, sinon bah, tant pis. C'est assez intéressant, ça permet de simuler une expérience aléatoire. Alors l'expérience en question ici consiste à lancer 2 dés et à additionner les résultats qu'on a obtenus sur chacun de ces dés. Par exemple, si j'ai un 1 là et un 2 là, bah, j'ai un plus 2, ça fait 3. Si j'ai un 6 et un 6, ça fait 12. Si j'ai un 1 et un 1, ça fait 2. Donc je m'aperçois déjà que le résultat minimum, c'est 2, et le résultat maximum, c'est 12. Et que j'ai tous les résultats, a priori, entre ces deux valeurs. Alors, problème, a-t-on plus de chances d'obtenir 8 ou 9? Alors, la question qu'on se pose indirectement, c'est est-ce que tous les résultats sont équiprobables, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des résultats qui ont plus de chances d'arriver que d'autres? Alors, pour ça, on se propose de simuler l'expérience. Alors, j'ai préparé normalement hier une petite feuille Excel que je vais retrouver. Elle doit être sur mon bureau. Bien entendu, je ne la vois plus. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est? Faut que je range un peu mieux mes trucs. Je retrouve plus la feuille que j'avais préparée. 2 petites secondes. Qu'est-ce que j'avais mis? Bah sinon je vais le refaire, mais ça m'embête parce que c'est un petit peu long à préparer. Où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Je l'avais mis sur le bureau en me disant je vais le retrouver. Ah, activité Propa 4, voilà, c'est ici. C'est que l'icône, je cherchais une icône verte, et en fait c'était pas vert. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors par contre, bon, c'est un peu dommage parce que du coup j'ai tout préparé, on voit pas trop. Donc j'ai suivi l'activité. Alors je peux peut-être le refaire un petit peu avec vous. Tiens, je vais refaire un petit peu comme si j'avais pas tout fait. Que vous voyez, alors, je sais pas si vous allez voir grand chose sur votre ordi. Alors je vais supprimer ça. Et je vais refaire un peu depuis le début quand même, que vous voyez comment est-ce qu'il faut faire. Je zoome un peu les cases. Et j'espère que vous arrivez. Ah oui, là ça s'est bloqué, je suis en train de voir aussi. Alors je repartage l'écran. Partager l'écran. Et il veut toujours pas. Ah oui, c'est normal. Partager l'écran. Là, est-ce qu'on voit le tableau? Normalement. Oui, non, on ne voit pas. Si, on le voit. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ces cases? Donc là, bah, j'ai suivi l'exercice. Là, j'ai rentré, vous n'arrivez pas à voir, c'est très petit. J'ai écrit égal aléa point entre point borne 1 à 6. C'est-à-dire, en fait, là, je suis en train de lancer un dé à 6 faces. Là, je peux appuyer sur entrée. Normalement, il doit me relancer un. Ah, il veut pas. Normalement, je ne dois pas avoir toujours le même résultat. Qu'est-ce qui se passe là? C'est en train de tout planter. Bon, je comprends pas pourquoi je pensais qu'il allait relancer le truc, mais il reste bloqué sur 6 là, c'est bizarre. Bon, quand je fais entrer, ça marche pas, il faut que je tire la poignée. Donc là, j'ai lancé un dé. Là, j'ai lancé un deuxième dé. Et ici, j'ai fait la somme de ce que j'avais dans la case B2 et la case C2. Ensuite, une fois que j'ai bien programmé toute cette ligne-là, alors j'ai pas vraiment fait exactement comme dans l'activité, là, je prends toute la ligne et je la tire jusqu'à 101, parce qu'en fait, je veux 100 épreuves, mais comme ça commence à la deuxième, en fait, il faut que je m'arrête jusqu'à la case 101, enfin, de toute manière, ce sera écrit 100 sur la gauche, donc là, je tire la petite poignée qui était située en bas à droite de ma zone de sélection, et je vais jusqu'à la ligne 101, normalement, il va être écrit 100 ici, donc j'ai bien fait 100 expériences. Ici, je calcule la fréquence du nombre de 8. Alors, pour calculer la fréquence du nombre de 8, il y a une petite fonction que je vous suggère de bien retenir. C'est la fonction NBC. NBC, elle compte dans la plage de données la valeur du résultat qu'on a mis ici. Donc là, on voit un petit peu mieux. Là, je compte dans la zone qui est en bleu, là, dans la zone D2 jusqu'à D101, donc dans toutes ces cases-là, je compte le nombre de valeurs qui sont égales à 8. C'est-à-dire que je suis en train de calculer ma fréquence de 8, puisque je vais diviser après par 100. Et il y a bien 100 résultats. Donc quand je fais égal NB
point si D2 101, ça c'est la zone dans laquelle je cherche mes 8, et la valeur que je cherche c'est un 8, parce que je l'ai écrit derrière, je ferme ma parenthèse, ça me donne le nombre de 8 qu'il y a dans la zone sélectionnée, je divise par 100, et ça me donne ici 0,13. Donc ça veut dire qu'en fait il y avait 13 cases qui contenaient des 8 sur les 100 cases. Et donc 13 sur 100, ben, ça fait 0,13. En fait ça c'est un pourcentage, c'est le pourcentage du nombre de 8. 0,13, si je multiplie par 100, ça devient un pourcentage. Donc là j'ai 13% de 8. Et j'ai, alors je fais pareil avec les 9, donc je reclique ici, je remets bien ma zone de sélection, D2 jusqu'à 101, je compte cette fois les 9, je divise par 100, et ça me donne ça. Alors, je crois que le truc est malheureusement un peu mal tombé. Alors sinon, il y a un raccourci, tiens, je suis en train de penser à ça, il faudrait que je vous en parle quand même. Je le refais, parce que normalement, le nombre de 8 doit être supérieur au nombre de 9. Ah, ça c'est encore figé, je relance, désolé. Et puis là, je ne pourrais pas partager le PDF. Voilà, là c'est plus flagrant, ça va apparaître dans peu de temps normalement. Voilà, on a 0,21, donc 21% de 8 et 9% de 9. Donc il y a beaucoup plus de 8 que de 9. Si je veux recalculer toute ma page rapidement, il y a un petit raccourci qui est très utile, c'est CTRL, SHIFT et F9. Alors je le fais là et vous allez voir qu'il va recalculer toutes les expériences. Vous voyez, il a tout recalculé. Et on constate à chaque fois qu'il fait 100 expériences qu'en général ce nombre-là est plus grand que celui-là. Alors je le fais quelques fois pour que vous regardiez si le nombre de 8 est bien plus souvent plus grand que le nombre de 9. Donc là j'ai 15% de 8 et 6% de 9. Je refais une deuxième fois. Là j'ai le même nombre. Là j'ai 18% de 8, 9% de 9. 13% de 8, 11% de 9. 17% de 8, 8% de 9. 13%. Alors des fois ça tombe mal. Là par exemple ça tombe mal. Là il y a eu plus. Ah il y a encore plus. Il y a des raccourcis qui doivent faire planter le truc. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tous les cas, ce que vous devez voir, c'est que le nombre de 8 est supérieur généralement au nombre de 9. Là, vous voyez bien, là, vous voyez bien. Bon. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cette petite activité. Alors, je reviens sur la correction. Donc là, je vous ai mis ce qui demandait comme réponse. Il fallait mettre B2 plus C2, il fallait mettre cette sélection-là, enfin cette fonction-là. Et on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, que le nombre de 8 est généralement supérieur au nombre de 9, donc la fréquence du 8 est supérieure à la fréquence du nombre de 9. C'est encore figé, décidément. Je pense qu'il n'aime pas trop quand je change d'application. Allez. Voilà. Donc je disais, la fréquence du 8 est supérieure à la fréquence du 9. La fonction qu'il fallait mettre ici au 2, c'est le 2 petit e. Il fallait remettre, en fait, c'est quasiment la même chose que ça, mais à la place du 8, il faut mettre un 9. C'est tout bête, hein, il fallait juste remplacer le 8 ici par un 9. Et après, il fallait le refaire 500 fois, 1000 fois, etc. Bon, là, j'ai pas envie de tirer jusqu'à 1000. Parce que du coup, il faut changer, si vous voulez faire cette question-là, il faut changer cette valeur, pardon, cette valeur-là, là. Ah, je ne peux pas le mettre. Ici, à la place de 101, il faut mettre 501. Et à la place de, si vous voulez faire 1000 fois, ben à la place de 101, il faudra mettre 1001. Et il faudra diviser par 500 ou diviser par 1000. Et il faudra tirer votre poignet là jusqu'à ce que ça descende à 500 ou à 1000. Donc c'est un petit peu fastidieux à faire, là j'ai pas envie de le faire, parce qu'il faut attendre que ça descende doucement et c'est assez long avec mon application. Allez, on passe aux exercices du jour. Alors le cours, avant de passer aux exercices, pardon, le cours sur cette leçon, il n'y a pas grand chose à retenir. Quand vous faites un jeu de. Quand vous faites une expérience aléatoire, c'est-à-dire un jeu de hasard, et que vous répétez n fois cette expérience, vous pouvez compter ce qu'on appelle, c'est encore bloqué, moi je vais peut-être passer en PDF sinon. Ouais, je vais passer en PDF. Je vais partager un fichier PDF, ce sera plus simple. Ah, excusez-moi, je fais une petite manip, comme ça évitera normalement. Je crois que ça va plus sauter quand je fais ça, et comme là j'ai pas besoin de lancer d'application. On est le mercredi, j'ai pas la date, 26. Je l'ai pas préparé le PDF. Ah, je n'ai pas préparé le PDF, tant pis. Excusez-moi, je le ferai tout à l'heure. Bon, là vous voyez bien logiquement. Donc lorsqu'on répète une expérience aléatoire n fois, la fréquence d'une issue varie d'une série à l'autre. Ce qu'on a constaté tout à l'heure, le nombre de 8, la fréquence du nombre de 8, n'était pas toujours la même. On observe cependant que cette fréquence tend à se stabiliser autour d'un nombre. Lorsque n devient de plus en plus grand, ce nombre est appelé la probabilité de l'issue étudiée. Alors je vous ai donné un exemple pour comprendre un petit peu mieux cette phrase.
en fait, si vous jouez au jeu de hasard le plus simple du monde, c'est-à-dire pile ou face, bah, c'est une expérience aléatoire, puisque vous ne pouvez pas prédire le résultat, mais vous savez qu'il y a deux résultats possibles, pile ou face. Donc il y a deux issues, obtenir pile, obtenir face. Okay. Ensuite, si vous jouez un grand nombre de fois et vous calculez la fréquence d'obtenir pile. Alors, on imagine qu'on joue 10 fois au jeu. Si je joue 10 fois au jeu, à pile ou face, bon, on va obtenir par exemple 4 piles, et puis 6 faces. D'accord? Du coup, ma fréquence du nombre de piles, c'est 4 sur 10. Alors, je vais le mettre en dessous. 4 sur 10, c'est ma fréquence. D'accord? Et la fréquence du nombre de faces, c'est 6 sur 10. Maintenant, je refais l'expérience à un nombre un peu plus important de fois. Je le fais 100 fois. Alors, on imagine que j'ai, mettons, 55 ou 54 piles, et puis donc j'ai 46 faces. Bon, la fréquence, cette fois, c'est 54. La fréquence des piles, c'est 54 sur 100. J'ai eu 54 piles, et en tout, j'ai fait 100 expériences. Et la fréquence des faces, c'est, désolé, j'écris mal, 46 sur 100. Maintenant, si je le fais à un nombre encore plus important de fois, j'imagine que je le fais, ça n'a pas sauté là? Non, ça n'a pas sauté. Je le fais 1000 fois. Là, ça commence à être un peu plus important. Je fais 1000 fois l'expérience. Et j'obtiens 532 piles. Et puis du coup, j'obtiens 468 faces, puisque la somme des deux doit faire 1000. Donc la fréquence des piles, ça va être 532 sur 1000. Et en fait, ce qu'on vous dit, oh là là, j'écris très très mal, désolé, 532 sur 1000, et là 468 sur 1000, pardon, il manque un 0, 468, je vais mettre comme ça, sur 1000. Bon, ce qu'il faut voir dans le petit exemple que j'ai gribouillé là, c'est qu'en fait, plus on fait un nombre plus on fait de fois l'expérience, là j'augmente mon nombre d'expériences, et plus le nombre, c'est-à-dire ma fréquence que j'obtiens, elle va se rapprocher d'un résultat théorique, qui est bien entendu un truc assez intuitif, qui est 0,5. On a bien évidemment une chance sur deux d'obtenir pile, et une chance sur deux d'obtenir face. Sauf que quand on fait l'expérience, on tombe rarement sur pile une chance sur deux. Vous n'allez pas obtenir sur ça à chaque fois 5 piles, 5 faces. Le monde, il n'est pas aussi parfait que ça. Eh bien, certes, c'est pas parfait, mais par contre, si vous faites un grand nombre de fois l'expérience, eh bien, vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce résultat théorique. C'est ça qu'il faut bien avoir compris dans les probabilités, c'est que la fréquence se rapproche au fur et à mesure du nombre d'expériences vers ce nombre-là. En fait, c'est pour ça qu'on dit que le hasard est bien fichu, mais le hasard, si on ne le fait pas beaucoup de fois, le hasard il peut être mal fichu. Mais si on fait un grand nombre de fois les choses, le hasard il entre de moins en moins en compte en fait. C'est-à-dire que si vous faites les choses mal, bah, vous pouvez avoir de la chance un petit peu au début, sur quelques exemples, mais si vous faites les choses mal régulièrement, il y a un moment, ça va mal se passer. Parce que bah, ça s'appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire que si un résultat théorique a une probabilité tant d'arriver, bah, quand vous faites l'expérience un grand nombre de fois, vous allez forcément vous rapprocher de cette probabilité. Alors ça, c'est ce qui fait tourner le monde, hein. C'est ce qui fait que les casinos gagnent de l'argent, c'est ce qui fait que quand vous jouez à des jeux à gratter, bah, les gens qui organisent le jeu gagnent de l'argent, parce que la probabilité que vous avez gagnée, elle n'est pas en votre faveur. Et donc du coup, quand vous jouez un grand nombre de fois, bah, vous ne pouvez pas logiquement rattraper ou déformer cette probabilité, sauf si vous avez un gros coup de chance. Voilà. Alors on passe aux petites activités, aux petits exercices, pardon. Donc c'est l'exercice, je trouvais les plus simples là, sur les probas, puisque a priori il y en a certains qui découvrent ce chapitre, donc je vais essayer de prendre les exercices les plus simples du chapitre. Alors on commence par cet exercice 4. On vous demande, on lance une pièce de monnaie équilibrée et on observe le côté qu'elle représente. Donc, bien entendu, deux résultats possibles, pile ou face. Expliquez comment simuler cette expérience aléatoire à l'aide d'un tableur. Alors c'est un petit peu ce qu'on a fait ici. Enfin, si vous avez compris ce que vous avez fait là, bah, il faut refaire la même chose, mais avec cette fois deux résultats possibles. Donc, si vous avez fait l'activité, normalement la réponse n'est pas très dure. Alors vous pouvez mettre la réponse dans le chat. Qu'est-ce que vous mettriez comme fonction aléatoire dans un tableur qui permet de simuler cette expérience? Alors les fonctions dans les tableurs, il faut toujours mettre un égal. Quand vous voulez vous mettre en mode calcul dans un tableur, il faut toujours penser à écrire un égal. Si vous ne mettez pas de égal, en fait, vous êtes en mode texte. Vous êtes en train de taper du texte dans vos cases. Et donc l'ordinateur ne se met pas en mode je vais calculer ce qu'il y a dans cette case. Donc déjà, ça commence forcément par un égal.
Alors, quelle fonction il y aurait dans cette activité-là qu'on pourrait réutiliser pour simuler un pile ou face? Quand vous regardez l'activité là, parmi toutes les fonctions qui ont été abordées, aléa entre bornes, NBC, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on pourrait transformer ou adapter un petit peu pour obtenir une expérience aléatoire à 2 épreuves? Ça s'est figé là, j'ai l'impression. Ouais, ça s'est figé. Ah non, c'est bon. Pas de réponse dans le chat. Alors regardez ici, là, je vous remets l'activité. Regardez cette fonction-là. Égale aléa, point entre bornes, point virgule, entre parenthèses, 1,6. Ça fait quoi ça? Ça crée un nombre aléatoire qui est tiré au hasard entre 1 et 6. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais lancé un dé. Elle est très intéressante cette fonction. Aléa, point, aléa c'est aléatoire, entre, bah, c'est le verbe enfin c'est le mot entre en français, borne, bah, c'est la plus petite et la plus grande valeur des nombres que je peux choisir, donc au plus petit je peux choisir 1 et je peux aller jusqu'à 6. Mais moi j'ai besoin de que 2 nombres, puisque je fais pile ou face. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme borne pour pouvoir jouer à pile ou face? Il faudrait que je transforme ce truc là. Voilà, très bien, c'est exactement ça Maïna. Alors on peut mettre aussi 0,1, ça va marcher aussi. C'est-à-dire je choisis un nombre entier aléatoire, soit c'est 1, soit c'est 2. Alors après, il faut choisir une convention, c'est-à-dire qu'il faut décider, est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face. Donc il faut le rajouter à côté, ça. Donc effectivement, si on adapte un petit peu l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui, eh bien, vous vous retrouvez avec la fonction égale. Donc vous tapez aléa, point, entre, point, borne, et il y a 2 valeurs possibles, donc alors soit on met 1 ou 2, ou soit on met 0. Alors il faut bien mettre un point virgule. Hein. Si vous mettez une virgule, je pense que ça ne va pas du tout fonctionner. Point virgule, et là ça va vous donner soit un 0, soit un 1, avec une probabilité d'une chance sur 2 pour chacun de ces nombres. D'accord? Et puis à côté, bah, vous choisissez, vous mettez, je ne sais pas, alors ça c'est vous qui choisissez par défaut avec 0 qui est égal à pile par exemple. Et zut, j'ai mis la correction des exos, il ne faut pas regarder. N'importe quoi. Hop. 0 égale pile, et puis 1 égale face. Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça va marcher. Alors si on veut faire mieux que ça, là je vais vous montrer la correction, ils ont fait encore mieux que ça. Ça déjà c'est pas mal, si vous avez vu qu'on pouvait utiliser cette fonction là, aléa.entre bornes 0.1 avec 0 qui est égal à... Alors ça il ne faut pas l'écrire, hein. Ça c'est juste nous qui l'écrivons sur le cahier pour qu'on sache qui est 0 et qui est 1. Sinon c'est un peu problématique. Ça va vous donner un 0 ou un 1 tiré aléatoirement avec une chance sur 2. Donc un peu mieux que ça, là dans la correction, regardez, donc ça c'est ce que je vous ai mis là, 0, aléa, etc. Et là ils ont fait un petit peu mieux dans la correction, ils ont rajouté un si. Voilà, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas très souvent utilisé ce genre de petites... en fait c'est comme un petit programme. Donc égal, on se met en mode programme, si, bah, si c'est comme le si en français. Si jamais le nombre aléatoire qu'on choisit entre 1 et 2 est égal à 1. Donc si ce test-là est vrai, c'est-à-dire que si la fonction aléatoire a donné un 1, alors tu réponds le premier résultat, pile. Sinon, tu réponds le deuxième résultat, face. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette fonction. Si jamais ce test-là est vrai, c'est-à-dire si quand vous avez lancé votre fonction aléatoire, elle a donné un 1, alors vous donnez le résultat qui est ici, entre le premier et le deuxième point virgule, la première valeur ici, donc là le logiciel écrira pile. Et si jamais ce test-là n'est pas vrai, c'est-à-dire si jamais vous obtenez un 2, vous allez écrire un face. Donc là, ça ne va pas écrire 1 ou 2, ça va écrire pile ou face. Donc c'est un peu plus élaboré que le programme qui est là. Donc vous pouvez prendre ça ou ça comme correction là pour l'exercice 4. Je pense que c'est bien d'avoir en tête ces petites fonctions, parce qu'on va s'en servir très souvent. Et comme il n'y a pas beaucoup de cours, il n'y aura pas de cours dans ce chapitre, c'est bien d'en avoir noté quelques-unes des fonctions comme ça. Donc soit vous écrivez ça, enfin écrivez les deux, je pense que c'est bien. Donc, une première réponse c'est ça, et une deuxième réponse c'est ça. Alors si vous écrivez ça, par contre, il faut bien préciser à la personne qui utilise le programme que 0 correspond à pile et que 1 correspond à face. Et là, il n'y a pas besoin de préciser puisque le programme va écrire pile ou face. Alors au passage, je suis en train de penser à vos calculatrices. Vos calculatrices, ça savent faire ça normalement, si vous avez des calculatrices un peu modernes. Tiens, je vous montre. Quand vous activez ce qui est écrit en rouge, là regardez, quand vous faites seconde alpha, ici il y a écrit run and. Alors si vous connaissez un peu l'anglais, run c'est random,
Et int, alors je me souviens plus, mais ça fait référence aux entiers. Bon, en tous les cas, si on écrit 0, point virgule, le point virgule, il faut faire seconde ici, 1, la calculatrice, elle va faire exactement ce... Ah, c'est figé, c'est dommage. Bah, pourtant, moi j'ai le retour. Hein. Bon, je peux relancer. Alors, je vous mets avec la calculatrice, parce que c'est intéressant. Voilà, si, c'est bon là. Donc, quand on égale, je refais la manip pour que vous la voyez bien. Alpha, random hit ici qui est écrit en rouge. Alors, par contre, je ne vous ferai pas avec les Texas Instruments parce que je n'ai pas l'émulateur. 0, seconde 3 qui fait écrire un point virgule, 1, je ferme la parenthèse, et là, il me répond 0. Là, il me répond 1. Là, il me répond 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Donc là, en fait, il est en train de jouer à pile ou face. Là. Quand il a 0, c'est qu'il a pile. Quand il a 1, c'est qu'il a face. Donc on a l'impression qu'il ne fait rien, mais si à chaque fois, il est en train de tirer au hasard un nombre entre 0 et 1. Et si je veux faire jusqu'à 6, c'est-à-dire que si un jour je veux jouer à un jeu de dés et que j'ai pas de dés, et ben je peux utiliser ma calculatrice. Là, par contre, c'est pas de 0 à 6, parce que là, j'ai 7 résultats possibles. Et moi, j'en veux pas 7, j'en veux que 6. Donc là, ça, c'est l'exercice du jour. Là, j'ai obtenu un 3, là, j'ai obtenu un 4, un 2, un 3, etc. Là, ça me permet de simuler une expérience aléatoire avec 6 résultats possibles qui sont tous équiprobables. Alors, je reviens à l'exercice. Et on passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice 5, vous voyez bien, oui. Dans une cellule d'une feuille de calcul, on a saisi la formule égale nb.si a1 2.y20.6. Que représente le nombre envoyé par cette formule? Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça va faire si on utilise cette formule? Alors, NB6, je vous en ai parlé tout à l'heure. On l'a utilisé dans l'activité. Alors, il y en a qui voient et qui savent. Alors, on calcule la fréquence de 6. Alors, on n'a pas divisé. Donc, on n'est pas en train de calculer une fréquence. Là, pas tout à fait, Maïna. Mais on est en train, effectivement, t'es pas très loin, on est en train de faire quelque chose qui nous permettrait de calculer la fréquence. En fait, pour qu'on calcule la fréquence, Maïna, il faudrait diviser derrière par le nombre d'expériences, c'est-à-dire par le nombre de cases. Alors, je ne sais pas combien il y a de cases là-dedans, dans A1, Y20. A1, c'est la case qui est tout en haut à gauche, et Y20, c'est la case qui est tout en bas à droite. Donc, logiquement, il y a 20 colonnes. Et après, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, A, B, Y, Z, donc il y aurait 25 lignes sur 20 colonnes, donc ça fait 250 cases. Donc, en fait, pour trouver la fréquence, il faudrait diviser par 250. Et là, on n'a pas divisé par 250, donc c'est pas la fréquence. Alors NB6, on va s'en servir souvent de cette fonction. Si vous vous souvenez plus, ben regardez dans l'activité quand est-ce qu'on l'a utilisée et à quoi elle a servi. Alors elle nous a effectivement servi à calculer la fréquence, mais quand on l'utilise toute seule sans diviser derrière, elle ne calcule pas la fréquence. Personne voit? Pourtant c'est tout bête. Alors Cyprien. Très bien, c'est ça. C'est exactement ça, Cyprien. Très bien, tu as compris. Alors, dans la colonne, alors c'est pas une colonne, hein, A1, Y20, enfin, il faudrait que je te montre un tableur, mais A1, c'est la case qui est tout en haut à gauche, et Y20, c'est une case qui est tout en haut à droite. Donc, en fait, c'est un grand tableau. A1, Y20, c'est un grand tableau, et en fait, on donne la case qui est en haut à gauche du tableau, et la case qui est en bas à droite du tableau, et du coup, ça définit qu'on cherche les 6 dans ce tableau. Donc, c'est pas une colonne, en fait. Parce que si c'était une colonne, ça aurait été A1, A20. A1 à 20, c'est une colonne, logiquement. Mais A1, Y20, c'est plus qu'une colonne, c'est un tableau. Donc là, j'ai quasiment donné la réponse, et Cyprien l'a donné aussi. En fait, NB, si, ça compte le nombre de fois où il y a cette valeur. Donc là, on est en train de compter le nombre de fois où il y a eu des 6 dans la zone qui est ici décrit A1, 2.Y20. Donc c'est tout bête, ça compte le nombre de valeurs qui sont égales à 6 dans la plage de données qui est là. Donc c'est-à-dire, ça c'est un tableau, et je compte le nombre de 6 qu'il y a dans ce tableau.
Donc ça m'évite de les compter un par un. Tiens, là il y a un 6, là il y a un 6, là il y a un 6, ça m'en fait 3, là il y en a un autre, etc. L'ordinateur compte pour moi le nombre de 6 qu'il y a dans ce tableau. Donc je vous mets la correction. Cette ferme, il renvoie le nombre de 6, le nombre de fois où 6 apparaît dans la plage A1, Y20. Donc la plage, c'est le tableau défini par la case qui est en haut à gauche et cette case-là qui est en bas à droite. Et on aura ici défini un tableau. Donc copiez ça si vous n'avez pas. Donc recopiez peut-être cette petite formule là, c'est figé. Et effectivement, ça c'est figé. Je vais faire juste une petite manip. Je vous laisse regarder l'exercice. Je vous laisse peut-être corriger ça. Et après l'exercice 6, regardez sur votre livre. Je vais faire une toute petite manip là pour créer un PDF. Je pensais l'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait. Exporter au format PDF. Tiens, je vais le mettre ici en vrai, tant pis. Quatrième quand même. Voilà, et ici je vais partager. Quand tu veux. Oh là là, c'est long. C'est long, c'est long. Bon, c'est très long, bon, le temps que ça charge. Donc là, j'espère que vous avez eu le temps de copier. A1, Y20, enfin la fonction qui était écrite ici, ça renvoie le nombre de fois où 6 apparaît dans la plage A1, Y20. Vous pouvez mettre la fonction compte le nombre de 6 dans la plage A1, Y20, c'est peut-être un peu plus simple. Ah, tiens, ça c'est encore figé, super. Je passe à l'exercice suivant, le 6 qui apparaît pas, je suis à 24%. Je repartage. Alors, partager l'application. Alors, pour l'exercice 6, si ça veut bien apparaître. Oui, ça apparaît. Normalement, je voudrais avoir un volant de badminton sous les yeux. Il ne veut pas apparaître. Ah, je suis à 60%. Bon, ça ne veut pas partager l'écran. On dirait que le fait que je télécharge mon fichier là, faut attendre un tout petit peu, hein, je suis désolé. Je pensais avoir préparé le PDF, mais je ne l'ai pas fait en fait. Enfin, surtout, je pensais que c'était plus rapide de l'importer dans le logiciel, là. C'est vraiment long. Alors, je repartage l'application en attendant. Alors, l'exercice 6, bon, j'espère que vous l'avez commencé avec votre livre, parce que moi, j'arrive plus à partager. Non, il reste bloqué sur cette diapo, là, je sais pas pourquoi. Bon, je pense que c'est le fait de partager le fichier. Je suis à combien? Ah si, ça vient d'apparaître. Mon Dieu que c'est lent. Alors bah, je voulais lancer là, j'espère que vous m'entendez, et que vous avez donc Michael joue au badminton. Lorsque le volant tombe à terre, il se retrouve dans l'une des deux positions. Donc soit avec la tête en haut, soit la tête couchée, a priori il n'y a pas d'autre position. Michael aimerait connaître la probabilité que le volant se retrouve dans chacune de ces deux positions. Alors comment est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce qu'il peut procéder en pratique pour estimer ces probabilités? Alors est-ce que c'est mieux quand je passe par ça? Partager. Voilà, on va faire ça. Je vais partager directement des PDF. Là normalement je crois que ça coupe plus quand je fais ça. Donc c'est un PDF. Alors par contre j'ai moins d'outils pour vous expliquer. J'ai un petit crayon si j'ai une gomme. La gomme elle est où? Effacer, ouais, il faut cliquer, ça efface tout. Et j'ai un petit pointeur. Ok, bon, on va faire comme ça, vous me dites si c'est mieux. Déjà si ça décroche pas, ce sera pas mal. Donc comment est-ce que vous pouvez estimer la probabilité qu'un volant tombe soit la tête en haut, soit la tête couchée? Est-ce que vous avez une idée, une technique? Comment vous feriez pour savoir est-ce que le volant il a plus de chances de tomber comme ça, et quelle est la chance qu'il a de tomber comme ça, quelle est la probabilité qu'il a de tomber comme ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire?
Alors d'après vous, est-ce qu'il a plus de chances de tomber comme ça, avec la tête en haut ou la tête couchée? Moi, je dirais la tête couchée, comme ça, intuitivement, effectivement, ça me paraît plus improbable qu'il tombe la tête en haut. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour estimer la probabilité qu'il tombe la tête couchée? Comment est-ce qu'on peut faire pour estimer la probabilité? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bah déjà, si vous voulez vérifier qu'il tombe plus souvent couché que la tête debout, qu'est-ce que vous auriez envie de faire naturellement? Là, c'est presque pas des maths, hein, c'est du bon sens. Ben voilà, il faut tester. Alors, on teste, et qu'est-ce qu'on fait comme test? Combien de fois on fait le test? On fait deux fois et ça suffit. Alors, beaucoup, plusieurs, combien est-ce que vous feriez à peu près? 3 fois, nous dit Pierce et Phoebe. Alors, Pierce et Phoebe, 3 fois, ça me paraît très peu, hein. Alors effectivement, moi je pensais plutôt à un nombre. Alors 1000, enfin 1000, il faut avoir toute la journée. 100, ça me paraît pas, enfin, ça me paraît faisable. Donc moi je le ferai 100 fois. Et sur les 100 fois, qu'est-ce qu'on ferait? Alors 10 fois, pourquoi pas, mais 10 fois c'est pas beaucoup, hein. 10 fois, je sais pas si vous avez vu l'expérience que j'avais fait tout à l'heure dans le tableau là, même sur 100 fois déjà, des fois ça, enfin, ça se passait, le résultat que je devais trouver, il se produisait pas toujours. C'est-à-dire que des fois, le nombre de 9 était supérieur au nombre de 8. Et ça m'est arrivé 4-5 fois, hein. Donc 100 fois ou 50 fois, oui, ça me paraît pas mal. Et qu'est-ce que je fais maintenant, une fois que j'ai fait ces 100 fois? Comment je fais pour estimer la probabilité? Comment je peux comment je peux estimer une proba d'avoir la tête couchée ou la tête debout? Voilà. Et après, il faut compter. Donc vous comptez sur vos 100 fois, vous comptez le nombre de fois où il y avait la tête couchée et le nombre de fois où il y avait la tête en haut. Mettons qu'on a obtenu 75 fois la tête comme ça couchée et 25 fois la tête en haut. Eh bien, effectivement, après on divise par 100. Donc j'ai eu 75 résultats couchés et 25 résultats. Est-ce que je peux écrire? Tiens, 25. Je peux écrire avec mon truc. Bon, désolé, hein, je découvre un petit peu l'outil là. Ça, c'est crayon. 25, on voit pas grand chose en bleu. Si j'avais dit 75 fois comme ça, on voit rien du tout. Et là, 25 fois comme ça. Et bien, du coup, quand je divise par 100, là, j'aurai 75 chances sur 100 d'avoir la tête couchée et 25 chances sur 100 d'avoir la tête en haut. Alors, c'est une estimation, hein. Et si je veux faire une estimation plus précise, ben, il faudrait que je fasse ce que dit Émilie, c'est-à-dire qu'il faudrait que je le fasse jusqu'à 1000. Mais là, il faut, à mon avis, il faut l'après-midi, hein. Donc, si vous n'avez rien à faire, pourquoi pas. Et plus vous le ferez de fois d'ailleurs, et plus votre résultat aura de valeur. Hein, si vous faites 10 000 fois et vous comptez sur 10 000 lancers, là vous allez commencer à avoir un résultat qui est très proche de ce qui va réellement se passer au niveau de la probabilité. Pareil, si vous avez le temps de le faire 100 000 fois, ou vous inventez une machine qui fait le test pour vous, puis vous la laissez tourner, puis vous partez, vous revenez, elle compte le nombre de fois avec une caméra, je ne sais pas, vous comptez le nombre de fois où c'était couché, et le nombre de fois où c'était en l'air. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas d'autre moyen de trouver la probabilité. Là, c'est un exercice où vraiment, à part tester, je ne peux pas faire autre chose. D'accord? Alors je crois, ceci dit, quand même, il me semble avoir vu un exercice de maths avec une punaise comme ça. Et pareil, on comptait le nombre de fois elle avait la tête en haut et où elle tombait sur comment dire, la surface qui correspond au disque. Et je crois qu'il y avait quand même un moyen de le calculer. Mais après, sur un volant de badminton, là, je pense que c'est plus compliqué parce qu'en plus, cette partie-là est lestée. Et là, ça devient un exercice de physique qui est relativement compliqué. Allez, je passe à l'exercice suivant, l'exercice 7. Donc, la réponse, elle est là. Michael peut effectuer l'expérience un grand nombre de fois et déterminer la fréquence de chacune des deux positions. La fréquence de chaque position approche sa probabilité. Alors, c'est une approximation, hein. C'est pas parce que j'ai trouvé 75% que ma probabilité est égale à 75%. Ma fréquence doit être proche de ma probabilité quand j'ai fait un grand nombre de fois l'expérience. Donc je me base sur ce théorème, qui s'appelle d'ailleurs le terme la loi des grands nombres, pour estimer la proba. Mais c'est une estimation. Donc ça, vous pouvez le copier, ou je pense que vous avez écrit quelque chose qui doit ressembler à ça. Il faut faire un grand nombre de fois l'expérience.
et déterminer la fréquence de chacune des positions, c'est-à-dire compter le nombre de fois où elle a été couchée, divisé par le nombre d'expériences, et on aura comme ça une fréquence qui se rapproche de la proba. Ah, par contre, je suis en train de penser, au niveau de la vidéo, ça va pas marcher. Alors pour la vidéo, il faut que je le fasse ici. Ah oui, il faut que je fasse deux choses en même temps. Ok, bon, j'avance les diapos en même temps. L'exercice 7. Alors voici l'exercice 7. On vous dit, on simule 1000 lancers d'un dé cubique équilibré. Donc on prend un logiciel là, on utilise la fonction... attendez, que je donne pas la réponse là. Non, on utilise un logiciel égal aléa.entre.borne avec un S entre parenthèses 1.6, et puis je tire la poignée jusqu'à 1000, donc j'ai simulé comme ça 1000 lancers. Que peut-on dire de la fréquence d'apparition de chacune des faces? Donc si je compte si je calcule ma fréquence d'obtenir un 1, la fréquence d'obtenir un 2, la fréquence d'obtenir un 3, la fréquence d'obtenir un 4, la fréquence d'obtenir un 5 et un 6, qu'est-ce que je peux normalement en conclure? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je dois trouver comme fréquence d'apparition pour chacune des faces? Alors faites-le par exemple avec le 1. D'après vous, quelle va être la fréquence d'obtenir un 1 quand j'ai lancé 1000 fois quand j'ai simulé mon expérience de 1000 lancés? Non, Victor. Alors déjà, ce serait plutôt 1000 qui divise. La fréquence, normalement, elle est proche de la probabilité. Donc sur 1000 lancés, j'ai quand même fait pas mal de lancers là, donc ma fréquence doit être proche de la proba d'obtenir un 1. Si j'avais fait 4 lancers, bon là ce serait un peu bizarre de dire que ma fréquence est proche de ma proba. Mais si j'en ai fait 1000, là ça commence à être beaucoup, donc je peux dire normalement que la fréquence d'apparition de chacune des phases doit être proche de sa probabilité. Donc par exemple pour le 1, la fréquence d'obtenir un 1, ça doit être proche de la probabilité d'obtenir un 1. Alors quelle est la probabilité d'obtenir un 1 quand je lance un dé? Quelle est la probabilité d'obtenir un 1 quand je lance un dé? Vous n'allez pas dire cette question. Ah, quand même, il y en a qui se réveillent. Effectivement, il y a une chance sur 6. J'ai une chance sur 6 d'obtenir un 1. Pareil pour le 2, pareil pour le 3, pareil pour le 4. Conclusion, ma fréquence. Qu'est-ce que je peux dire pour la fréquence maintenant? Eh non. La fréquence, alors je vous donne la solution. Ouais, très bien Camille, effectivement, la fréquence. Alors je ne sais pas si tu réponds à la première question ou à ma deuxième Camille, parce que du coup ma première question c'était quelle est la probabilité, et après j'ai posé la question quelle est la fréquence. Ben, en fait, la réponse c'est la même. Si j'ai fait 1000 fois l'expérience, la fréquence doit être proche de la probabilité. Donc sur 1000 lancés, quand vous calculez la fréquence, donc la fréquence j'ai dit c'est un sixième quand vous le calculez, ça vaut à peu près 0,1666 je crois, je ne dis pas de bêtises. Je vérifie la calculatrice, mais il me semble bien que c'est ça. 1 divisé par 6, quand on fait la calculatrice, oui c'est ça. Bon, il y a une infinité de 6, d'accord? Donc ça veut dire que sur 1000 épreuves, je devrais avoir 166 sur 1000, 166 divisé par 1000. Bon, sauf que j'aurais pas ça, moi j'en aurais peut-être, je sais pas, sur les 1000 lancés, quand je compte le nombre de 1, j'en aurais peut-être par exemple 173, parce que ça va peut-être pas se passer parfaitement bien comme ça devrait se passer. D'accord? Mais en tous les cas, je dois avoir un résultat qui est proche de 166 sur 1000, c'est-à-dire de 0,16 ou 0,17 si vous préférez. D'accord? Donc là, il suffisait juste de dire, que peut-on dire de la fréquence d'apparition de chacune des faces? Elle doit être proche elle doit être proche de 1 sur 6.
donc la fréquence, donc je vous mets la correction, je le mets ici aussi, la fréquence d'apparition de chacune des faces approche sa probabilité, soit une chance sur 6. Parce qu'on a fait un grand nombre de fois l'expérience, et quand on fait un grand nombre de fois l'expérience, la fréquence de l'expérience, ou la fréquence d'un résultat, se rapproche de sa probabilité. La probabilité d'avoir un numéro, c'est à chaque fois une chance sur 6. Par exemple, si je prends le 1, j'ai une chance sur 6 d'avoir le 1. Donc quand je vais calculer la fréquence d'apparition du 1, eh ben, je dois avoir un résultat qui se rapproche de une chance sur 6. C'est-à-dire je dois avoir un résultat qui est proche de 166, 1 sur les 1000 lancés. Allez, je vous laisse corriger, bon c'est pas très loin à recopier ça. La fréquence d'apparition de chacune des faces approche sa probabilité, soit une chance sur 6. Alors, je passe à l'exercice suivant. Je pense que je vais laisser assez de temps pour... Donc la proba. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la proba, que la fréquence est proche de la proba quand on a fait un grand nombre de fois l'expérience. C'est ça qu'il faut retenir dans ce cours. La phrase la plus importante de ce cours, c'est vraiment ça. La fréquence, quand je fais un grand nombre de fois l'expérience, est proche de la proba. Alors la fréquence d'une expérience aléatoire, la fréquence d'un résultat d'une expérience aléatoire est proche de la proba quand je fais un grand nombre de fois l'expérience. Alors voici un exercice avec une urne. Alors l'urne ci-dessous contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. L'expérience consiste à tirer au hasard une boule de l'urne et à noter sa couleur. On répète 500 fois cette expérience. Que peut-on dire de la fréquence d'obtenir une boule rouge et une boule bleue? Alors qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour la fréquence du bleu et la fréquence du rouge, sachant qu'on a fait 500 expériences? Alors une fréquence, c'est un quotient, Victor. Quand on te demande quelle est la fréquence, tu dois répondre 2 sur 4, ou 3 sur 1000, ou 500 sur 30 sur 500. Tu dois me répondre une fraction. La fréquence, c'est alors la fréquence, tu peux l'exprimer en pourcentage, tu peux aussi dire c'est 10%, c'est 3 sur 4. Mais en tous les cas, tu ne peux pas juste dire la fréquence c'est 3. Ça n'a pas de sens. Une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. C'est comme une probabilité. Alors j'ai des réponses là, ça a l'air bien ce que vous avez fait. Ouais, c'est ça, vous avez compris. Ouais, c'est ça, Camille, Gabriel, c'est ça, vous avez compris. Cyprien aussi. Émilie, c'est ça. Vous auriez pu essayer de me mettre les deux réponses sur une mamine, ça aurait été plus pratique, mais effectivement, c'est ça. Et en fait, alors, le 500, on pourrait se dire, ben, il sert à rien en fait. Pourquoi ils ont mis 500? Puisque si vous regardez vos résultats, vous m'écrivez jamais 500. En fait, le 500, ah, j'ai l'impression que ça s'est figé. Ah non. Le 500, il sert à vous dire que vous avez fait l'expérience à un nombre suffisamment de fois, enfin, je m'exprime mal, pardon, un nombre assez important de fois pour que la fréquence soit proche de la proba. On l'a dit tout à l'heure, quand on fait un grand nombre de fois l'expérience, la fréquence est proche de la proba. Et là, la proba, elle n'est pas très, très dure à calculer. Il y a 2 boules bleues et il y a 5 boules. Donc la probabilité d'avoir une boule bleue, c'est 2 chances sur 5. Et pareil, pour le rouge, il y a 3 boules rouges, j'ai 5 boules, donc j'ai 3 chances sur 5 d'avoir une rouge. Voilà, Victor, c'est bien, tu as compris. Donc c'est quand on te demande une fréquence, il faut que tu répondes un quotient. 3 sur quelque chose, enfin 3 sur 20, il faut toujours que le nombre du haut soit plus petit que le nombre du bas, parce que ta fréquence, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc si tu me dis 1000 sur 6, ça n'a pas de sens non plus, parce que ça ne pourra jamais être une fréquence. Donc là, la fréquence est proche de la proba, puisqu'on a fait 500 fois l'expérience, donc c'est suffisamment de fois pour que ça se rapproche. Et je vous l'ai dit, on a donc 3 chances sur 5 d'avoir une rouge et 2 chances sur 5 d'avoir une bleue. Je vous mets la correction, là, je pense que tout le monde avait trouvé. On ne voit pas grand-chose, par contre, j'ai pas pensé à zoomer. Donc c'est écrit tout petit là, 3 chances sur 5, et puis 2 chances sur 5, mais bon, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, puis je pense que vous m'avez tous entendu. Donc la fréquence d'obtenir une boule rouge est proche de la probabilité, puisqu'on a fait 500 fois l'expérience, soit 3 chances sur 5. De même, la fréquence d'obtenir une boule bleue est proche de la probabilité d'obtenir une de cette couleur, c'est-à-dire 2 chances sur 5, 0,4. Alors ils l'ont mis aussi en décimale. En fait, vous avez plusieurs façons d'exprimer une fréquence, soit vous mettez sous forme de fraction, soit décimale, ou soit pourcentage. Là en pourcentage, par exemple, ça ferait 60%. Là en pourcentage, ça ferait 40%. Vous multipliez par 100 en fait. Vous calculez en décimale et vous multipliez par 100, vous aurez le pourcentage. Il est 55, on va peut-être s'arrêter là.
Je vous mets un peu de travail à faire pour la prochaine fois. Alors, je me suis aperçu hier que je me suis trompé dans les horaires pour le prochain cours de la classe virtuelle. Je vous ai mis jeudi, et c'est pas jeudi, c'est vendredi, puisque jeudi, je vois mes sixièmes. Donc, j'ai remodifié sur Pronote. Là, j'espère que personne ne va se planter. Jeudi, ce sera pas la classe virtuelle, c'est vendredi. Donc, j'essaierai de faire toujours les mêmes horaires, mardi et vendredi. Et je vous mettrai un petit peu de travail d'une fois sur l'autre avec des séances en, comment dire, comme là, par exemple, j'ai mis du travail pour lundi, et puis après, et c'est à 10h, oui, je garde les mêmes horaires. Donc, alors je sais plus, il y a madame, votre professeur principal qui n'était pas très contente que je prenne ces horaires-là. J'espère que ça ne posera pas de soucis, parce que je crois qu'elle voulait vous faire une vie de classe. Mais logiquement, j'ai réservé le créneau sur GR, donc bon, elle me dira si elle veut que je lui redonne le créneau, exceptionnellement, je pourrais lui donner le créneau. Mais moi, j'aimerais bien garder des créneaux fixes comme ça chaque semaine, les mêmes jours et les mêmes heures, comme ça, je pense que pour vous, c'est plus simple. Donc faire que les mardis et les vendredis, à chaque fois à 10h. Et c'est déjà marqué sur Pronote, mais je vais le remettre si tu veux, Cyprien. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, vous regardez sur Pronote, je vous mettrai un peu de travail, je pense, a priori, pour vendredi. Ou peut-être un peu plus tôt même. Allez, au revoir à tous.